Bonjour, bienvenue sur la troisième vidéo de présentation de faction pour Saga l'âge d'Alexandre. Ce coup-ci, on va prendre les successeurs, la dernière faction qui utilise les dés grecs. Une faction assez dense qui représente les Diadoques et le morcellement de l'empire d'Alexandre le Grand après sa mort. Cette faction est considérée comme 3 étoiles par rapport à la prise en main. Et pour cause, elle a de nombreuses règles spéciales. La première, c'est l'ambition. En fait, au moment de constituer notre armée, on va devoir choisir une ambition pour notre seigneur. Pour notre armée en général, c'est représenté par le seigneur. Il y en a 3 de disponibles, Legatum, Ubris ou Divitiae. Et ça va impacter nos capacités saga avancées. Je décrirai ça en détail au moment de parler des capacités avancées, mais globalement, chacune de ces ambitions va améliorer 3 capacités saga avancées. C'est assez simple, mais là où ça se complique en fait, c'est que on a beaucoup de choix d'unités différentes chez les successeurs, et il va falloir jongler entre l'ambition et l'influence pour notre tableau d'options d'unités. Donc tout ça, ça fait un sacré mélange qui peut un peu rebuter ou impressionner au moment de commencer, quoi. Après, il y a quand même des avantages, c'est que les unités sont esthétiquement assez proches des Macédoniens ou des Grecs, suivant ce que vous prenez. Donc, voire même de quelques Perses, enfin. Donc, en fait, vous n'êtes pas forcé de commencer par ce plateau. C'est peut-être un plateau que vous pouvez prendre après avoir commencé avec du macédonien, par exemple, qui est beaucoup plus simple à appréhender. Pour le choix des options d'unité, on va commencer par le tableau générique, en fait. On a un tableau générique qui nous proposera des choix communs à toutes les factions, enfin à toutes les sous-factions. Et ensuite, on aura 3 sous-factions, la Grèce, l'Asie et l'Égypte, qui vont modifier nos options d'équipement supplémentaires. Donc un tableau générique, 3 tableaux supplémentaires. Le tableau générique nous permet de choisir notre seigneur, à pied sans option d'équipement ou à cheval, des gardes à cheval. Par contre, on peut en inclure qu'une seule unité, puis des guerriers, soit équipés de saris avec la règle phalange, soit équipés de javelots. Voilà, ça c'est notre base commune à tous les tableaux. Rien qu'avec ça, déjà, on peut voir que c'est assez polyvalent. On a de la cavalerie, même si on est limité à une seule unité. On a nos phalanges classiques, comme chez les Macédoniens au final. On verra qu'il y a quand même pas mal de capacités du plateau qui nécessitent les phalanges. Et puis ensuite, on a les guerriers avec javelot, eux, ils sont excellents et polyvalents dans tous les cas. Donc rien qu'avec ce tableau, on a déjà de quoi faire. Si on ne veut pas trop s'éparpiller, ce tableau-là peut se suffire à lui-même. Le premier tableau supplémentaire, si je peux dire, c'est le tableau grec. Donc là, ça sert à représenter un royaume successeur d'Alexandre qui serait plutôt influencé par la Grèce antique. Il va nous offrir plusieurs possibilités en termes d'options d'équipement supplémentaires. Ça se superpose au tableau d'avant. Donc on a le droit de recruter une unité de garde équipée de saris, voilà, avec la règle phalange. Donc là, on est quasiment dans le même tableau que les Macédoniens. Ensuite, en termes de guerriers, on peut avoir une unité équipée d'armes lourdes, qui vont représenter les peuples thraces. On peut avoir des guerriers à cheval avec des javelots. Voilà, niveau polyvalence, on est bien. On peut les avoir à pied ou à cheval, donc franchement, c'est pas mal. Et ensuite, on peut avoir des guerriers
sans option d'équipement avec la règle phalange. Donc là, ça va être plutôt les hoplites grecs, quoi. Et ensuite, on peut également avoir des levées avec javelot. Bon, ça, si vous avez écouté quelques vidéos, vous savez ce que j'en pense. Pas trop du bien. Puis surtout qu'on a les guerriers avec javelot qui sont vachement plus polyvalents selon moi. Donc, voilà. C'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, on peut voir que ce plateau, il est très orienté autour des phalanges. Puisqu'il nous donne accès aux gardes avec la règle phalange et aux guerriers avec la règle phalange, mais sans saris. C'est assez intéressant parce que les saris, ça ralentit énormément notre mouvement. Et contrairement aux cités grecques, on n'a pas tant de capacité de mouvement que ça. Et en plus, les cités grecques, ils n'ont pas de saris. Donc, ça va faire qu'on va être très très lent si on équipe toutes nos phalanges de saris. Donc, l'hoplite, ça peut être une bonne alternative pour se faire des bonnes légions de phalanges sans les contraintes de mouvement. Bon, historiquement, on a vu que c'est la Saris qui a gagné sur l'hoplite, mais enfin, pour le jeu, en tout cas, le côté intéressant, c'est ça. Donc voilà, et puis les cavaliers avec javelot qui peuvent compenser cette perte de mobilité aussi. Donc c'est très bien. Ça nous fait un plateau assez polyvalent et à mon avis plutôt porté sur la phalange. Le second tableau, ce seront les royaumes successeurs d'influence asiatique. Là, c'est ce qui nous offre le plus de possibilités. On peut recruter une unité de garde cataphractaire à cheval. Donc ça, c'est exclusif pour ce supplément. C'est les seuls qui peuvent recruter les cataphractaires. Donc, armure améliorée au tir et perte de mouvement. Pas perte de distance de charge, mais perte de distance de mouvement. Ils se déplacent que de M, mais ils peuvent quand même charger à L. Donc c'est très très intéressant. En plus, ce qu'on voit, c'est que grâce à ça, ça nous donne accès à une seconde unité de garde à cheval, qui sont des bonnes unités pour la mobilité et la puissance de frappe. Alors qu'avec le tableau classique, on était limité à 1. Donc ce seront les seuls qui vont nous offrir cette possibilité. Et ensuite, on peut avoir des gardes sans option d'équipement avec la règle phalange. Alors eux, c'est pas vraiment des hoplites grecs, normalement, c'est plutôt des simulacres de manipules romaines. Mais c'est des gardes, bon, pourquoi pas. Ça fait l'inverse des Grecs, en fait. Les gardes avec les gardes sans saris et les guerriers avec. Donc l'option reste intéressante, ça va dépendre surtout si vous préférez les gardes ou les guerriers. Voilà, on peut également recruter un éléphant, une seule unité d'éléphant. Et en plus de ça, cet éléphant peut avoir une armure. Donc l'armure, c'est à peu près pareil que les cataphractaires en fait. L'armure de l'éléphant est augmentée contre les tirs. Normalement, ils ont 4, là ils passent à 5. Par contre, leur distance de mouvement passe à C. Les éléphants, c'est la première fois qu'on en parle, donc je vais les détailler un petit peu. Ils font des touches automatiques. Ils font plus de touches automatiques quand l'adversaire serre les rames. Ils peuvent se déplacer une première fois de M et ensuite ils devront se déplacer que de C pour le tour. Donc là, en fait, ça va réduire simplement sa première activation à l'éléphant. Alors ça peut être handicapant, bien sûr, mais c'est quand même pas si gênant que ça. Surtout qu'en fait, on a déjà nos phalanges qui sont lentes, etc. Avec les saris, donc bon, c'est pas si gênant. Et après, c'est tous les avantages de l'éléphant, quoi. Ses tirs, sa résistance 2. Voilà, c'est toujours bien. Et en plus, l'éléphant en armure, c'est là aussi les seuls qui y ont accès. Eux, ils ont 2 unités exclusives déjà.
En plus de ça, ils peuvent recruter des chars à faux. C'est leur influence perse. Oui, voilà, parce qu'en fait, les royaumes asiatiques, c'est plutôt des influences perses, pas des influences indiennes, contrairement à ce que je pensais au départ. Donc on peut recruter jusqu'à 2 unités de chars à faux. Là, c'est pareil, j'en parlerai plus en détail avec la revue des Perses. Mais ce sont des unités suicides qui font des dégâts sur les unités nombreuses, principalement. J'aime pas trop ce genre de choses, moi, parce que j'aime pas suicider mes troupes, j'aime bien conserver un maximum. Mais en tout cas, ça offre encore une possibilité de jeu, ce qui est pas du tout négligeable. On voit qu'eux, ils ont vraiment un maximum de choix. Et ensuite, les levées avec arc. Donc, contrairement aux Grecs, c'est super, parce que les arcs, c'est longue portée. On voit qu'on a des moyens de les activer assez facilement sur le plateau. Ça fait toujours le soutien au tir. Alors, il faut faire attention, dans la version française, il y a une erreur. L'agressivité corps à corps, c'est un tiers, et puis au tir, c'est un demi, hein, comme toutes les levées équipées de la sorte. En tout cas, là, on voit que le plateau asiatique, je pense, très performant. Je pense que c'est le plus fort des trois. Ils ont beaucoup d'options. Enfin, ils ont 2 options uniques pour l'âge. Et après, d'autres options sympathiques, quoi. Donc, franchement, c'est un très bon plateau. Il pourra jouer à peu près n'importe quoi sur le plateau des successeurs sans faiblir, quoi. Le dernier plateau, l'égyptien, qui est le plus petit, il offre la possibilité de recruter une unité d'éléphants. Alors, eux, ils n'ont pas accès à l'armure, hein. C'est des éléphants d'Afrique. Ensuite, il nous permet de recruter des guerriers à cheval équipés de javelots, comme les Grecs. Donc pourquoi pas, pour faire du harcèlement ou ce genre de choses, c'est une très bonne unité, hein. Cheval javelot, c'est l'unité la plus polyvalente du jeu, je pense. Bon, elle compense ça par sa très faible armure, mais c'est intéressant, elle est capable de tout faire, tirer, bien se déplacer, combattre au corps à corps. C'est pas négligeable, hein. Bon, le fait est qu'on l'a aussi chez les Grecs, alors il va falloir choisir. C'est pas forcément cette unité-là qui va faire pencher la balance. Et ensuite, les levées qui peuvent être équipées soit d'arcs, comme pour les Asiatiques. Donc ça, par contre, ça peut faire pencher la balance pour faire une liste de tirs. À la limite, c'est peut-être les Égyptiens les mieux placés, étant donné qu'ils ont ces guerriers à cheval avec des javelots et des archers. Bon, même si dans les listes classiques, on peut déjà inclure des guerriers avec des javelots. Pas à cheval, mais bon, tant pis. Et ensuite, une unité un petit peu exclusive, on va dire, c'est la levée avec Saris. Euh, voilà. Alors, on peut en inclure que 2 dans notre liste. Elle a des caractéristiques, voilà, de combat normal. Les Saris, même s'ils ont une petite capacité de tir, elle n'impactent pas leur armure. Et bon, le défaut, c'est qu'on peut en inclure que 2 unités et surtout qu'elles n'ont pas la règle phalange. Alors que, je sais pas, je comprends pas vraiment. C'était ça qui aurait pu faire vraiment l'attrait de ce plateau, mais tant pis. Je suis pas sûr qu'on les voit en fait finalement, ces Saris-là. Euh, Peut-être une pour activer certaines capacités, mais sinon, je sais pas. En fait, la faction égyptienne, on pourrait penser que ça s'oriente vraiment vers le tir avec les cavaliers avec des javelots, l'éléphant qui, malgré tout, tire, hein, faut pas le négliger non plus. Et puis les levées archers. Voilà, un style un peu de ce genre à mon avis. Ça, ça peut le faire, mais le plateau, en fait, je le trouve pas forcément en accord avec le tableau. Alors peut-être que je me trompe, hein, parce que on a quand même pas mal
de capacité de combat, mais surtout au corps à corps. Quelques activations multiples, mais qui vont nécessiter des phalanges, etc. Donc je ne vois pas forcément l'intérêt. Après, c'est vrai que, ouais, en termes de harcèlement, voilà, pourquoi pas, faction de semi-tir, semi-charge. Et tout ça monté, avec une majorité de cavaliers, puis un éléphant en soutien quand même. C'est, Ça peut être une option à explorer, je pense que c'est la moins évidente au premier abord. Voilà. Je vais essayer de récapituler les plateaux gentiment. Donc on va voir que chacun pousse un aspect, entre guillemets, même s'il y en a qui ont plusieurs cordes à leur arc. Le plateau générique, on va dire, qui favorise les guerriers avec Saris ou avec Javelot, même si les Javelots, le plateau ne s'y prête pas trop. En tout cas, on va être obligé d'avoir des phalanges. Donc il va nous fournir une base assez solide pour certains autres plateaux. Ou il peut même se jouer tout seul. Il y a suffisamment de choses, un peu de cavalerie, un peu de phalange, un peu de harcèlement avec les javelots. Il est tout à fait autonome. En fait, on va juste piocher une ou deux unités dans ces plateaux-là en général. Et beaucoup construire notre liste avec nos plateaux comment dire, d'influence, de zones d'influence. Donc voilà, le plateau générique, il est générique. Le plateau grec, il va beaucoup se baser sur les phalanges, à mon avis. Voilà, les listes principalement composées de phalanges, ce sera lui le meilleur. Principalement grâce aux hoplites. Alors c'est bête, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais historiquement, l'hoplite a été battu par la Saris, mais je pense que là, l'hoplite a plus d'atouts. Bon, et puis peut-être que comme je joue grec, ça m'arrange. Enfin, en tout cas, le plateau est bien dans ce sens-là. Et puis on peut compenser notre faiblesse au tir ou au mouvement par des cavaliers équipés de javelots. Voilà, l'option arme lourde des traces, je suis un peu plus mitigé, même si ça peut faire le boulot, mais ouais, si vous voulez. C'est pas négligeable, mais je pense pas que ça fasse le boulot de la phalange en tout cas. Ou en tout cas, c'est moins permissif. L'asiatique, bon, il a un peu tout pour lui, je trouve. Euh, Dans le sens où il a les levées avec arc, qui apportent un soutien convenable. Moi, j'aime beaucoup les levées avec du tir longue distance. Dans beaucoup de mes armées, j'essaye d'en inclure un tout le temps. Il a aussi l'éléphant en armure, ça c'est fantastique, surtout que le plateau se prête bien à ça, hein. Il le soutient comme il faut. Et voilà. Puis les chars à faux, ça par contre j'ai beaucoup de mal. Je sais pas les jouer. Je sais pas les appréhender. Il faut faire des calculs de pertes et de gains. Et c'est pas que j'aime pas compter, mais j'y arrive pas à avoir un bon ratio de risque et profit avec ce genre de choses en général. Alors je préfère les éviter directement. Et puis ça, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais leur plus gros atout, à mon avis, c'est les cataphractaires à cheval. Parce qu'ils nous offrent en fait une seconde unité de cavaliers lourds. Donc on a déjà dans le tableau générique une unité de cavaliers. Et grâce à ça, on peut avoir une seconde unité de cavaliers. Alors à mon avis, c'est très pertinent, quoi, vu qu'ils sont bien mis en avant dans le tableau. Donc ça nous fait des gardes, puis plus l'éléphant, qui est considéré comme des guerriers, il suffit comme avec des saris, quoi, et ça... En fait, on veut tout mettre, donc ça doit pas être si mal. Et les Égyptiens, bon, selon moi, c'est le moins facile à appréhender. Euh, j'ai tendance ouais, à penser que c'est plutôt un tableau pour faire du harcèlement. Moitié corps à corps, moitié tir, voilà, grâce à l'éléphant, au guerrier. Et l'avantage, voilà, par rapport ces guerriers à cheval avec javelot,
On les a chez les Grecs, mais chez les Grecs, finalement, ils peuvent servir d'unité d'appoint, alors que là, ils vont constituer le cœur de la liste, quoi. Après, j'ai un petit reproche, entre guillemets, à faire sur le fait que les saris, avec les levées, n'aient pas la règle phalange. Ça aurait apporté un vrai plus. Surtout qu'elles sont limitées à 2 unités. À la limite, il l'aurait limité à une et il y aurait mis la règle phalange, pourquoi pas. Même 2 avec la règle phalange. Après, bon, ces gens qui ont quand même fait pas mal de tests et s'ils l'ont mis, c'est que ça doit avoir une raison. Je trouve que ça aurait bien donné une image à cette armée-là. Et en fait, finalement, peut-être que l'image, c'est plutôt de la cavalerie et des éléphants avec quelques archers en soutien. Peut-être moi qui ai une mauvaise image dans ma tête, mais bon. Quand j'avais vu lever Saris de suite, je m'étais dit, c'est ça qu'il faut. Alors qu'en fait, la philosophie de l'armée, elle est peut-être ailleurs. Voilà, plutôt dans du tir, du harcèlement, de la charge de cavalerie, de l'éléphant, etc. Après ce long passage sur les tableaux pour constituer notre armée, on peut enfin passer au plateau des capacités avancées. Alors, on peut voir qu'on n'a pas de réserve d'activation, encore une fois. À la place, on a un ordre qui se déclenche grâce aux dés communs ou aux dés peu communs. Comme il fait partie des capacités basiques, on peut le faire autant de fois qu'on veut, ça c'est intéressant. Et en fait, une fois qu'on a lancé les dés, on peut, en mettant un dé là-dessus, changer la face d'un des dés inactifs qu'il nous reste en dés rares. Voilà, on va voir que tout le plateau a toutes les capacités du plateau, peut-être une ou deux sans ça, mais en fait une ou deux qui nécessitent déjà des rares uniquement, peuvent améliorer leur effet grâce à un des rares. Donc en fait, voilà, il faut considérer ça. On n'aura pas de réserve, donc en fait on va quand même être très dépendant de notre nombre de dés à jeter. C'est pour ça que je pense qu'on va avoir beaucoup d'unités, un maximum d'unités en fait, pour générer un maximum de dés. Et ces dés-là, les transformer en dés rares autant qu'on peut. En fait, il va falloir penser sur ce plateau que les dés, quand on utilise un dé rare, c'est comme si on utilisait 2 dés quasiment. Et donc, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser 2 dés? Si on en fait un naturellement, bon, mais c'est bonus. Mais sinon, ça peut servir quand même en tant que 2 dés. Voilà. Enfin, utiliser un dé rare à la place de 2 dés. Je ne sais pas si c'est clair, mais on verra bien. Peut-être je pourrais préciser mon propos en décrivant les capacités. Pour les capacités avancées, on va commencer par les capacités qui s'améliorent avec l'ambition Diviciae. Donc ce seront les 3 premières. L'ambition Diviciae qui est représentée par un petit parchemin. La première de ces capacités sera armure lourde, une capacité qui peut s'activer avec n'importe quel des sagas et est une réaction à un tir ou utilisable pendant un corps à corps. Elle nous permet de gagner 2 dés de défense. Si on utilise le dé rare, on peut gagner 4 dés de défense. Si on a la bonne ambition, on gagne 2 dés de défense supplémentaires. Donc en fait, on peut avoir jusqu'à 6 dés de défense grâce à un dé. C'est très intéressant. 2 dés de défense, c'est correct, on va dire, pour un dé commun. Si on utilise le dé rare, on en a 4. C'est pour ça qu'en fait, c'est comme si on n'avait pas tiré de dé rare et qu'on met un dé sur héritier d'Alexandre. En fait, on transforme le dé qu'on aurait placé là-dessus en dé rare. Et c'est comme si on avait utilisé ces 2 dés pour une capacité. Du coup, ça offre en fait de la souplesse par rapport à nos jets de dés. C'est pas mal du tout. Bon, et évidemment, si on a la bonne ambition, la capacité devient très forte. Parce que pour un dé commun, on gagne 4 dés de défense. Ce qui est mieux que la plupart des capacités qui coûtent un dé simple. Voilà. Donc, est-ce que le rare est pertinent ou pas? Je dirais qu'il peut être pertinent si on a besoin de défense, si on n'a pas la bonne ambition. Et bon, après, si on le tire comme ça, oui. Mais c'est jamais vraiment perdu si on sait qu'on va devoir faire quelques combats et qu'on ne veut pas subir de pertes en retour. C'est toujours bon, quoi.
Ça protège en tout cas bien nos troupes. Donc une très bonne capacité simple et efficace. La seconde capacité, hégémonie, qui nécessite un dé commun, la colonne, ou un dé rare, le soleil. Une capacité d'activation, elle nous permet d'activer jusqu'à 2 unités. Par contre, l'une de ces unités doit être une phalange. C'est pour ça que, uniquement à cause ou grâce, ou ce qu'on veut, de cette capacité, on va au moins inclure une phalange dans notre armée, parce que c'est de l'activation gratuite en fait. En fait, si on voulait activer une unité, on va le faire et notre phalange, pour ainsi dire, peut s'activer gratuitement à tout moment grâce à ça. Donc c'est très bien. Si on utilise un dé rare, la première de ces activations ne génère pas de fatigue. Voilà. Donc ça fait une activation gratuite en plus. Voilà. Est-ce qu'on veut gagner une fatigue pour un dé? Voilà. C'est à voir. Moi je pense que ça vaut le coup dans certains cas, moins dans d'autres. Ça sera en fonction de la situation. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire à tout moment parce que vous êtes quand même assuré d'avoir des dés rares sur ce plateau. Par contre, si vous avez la bonne ambition, c'est-à-dire DVCA, vous pouvez activer une unité supplémentaire. Donc en fait, même si vous n'utilisez pas de dés rares, pour un dé commun, vous activez 3 unités avec ce... c'est super fort. Je pense que c'est la meilleure unité, capacité d'activation multiple du jeu. Je pense pas que j'en ai vu des meilleurs que ça. Tout âge confondu, quoi. À condition d'avoir la bonne ambition. Et sinon, 2 unités, ça reste bien, mais ça se voit quand même. Là, 3 unités, c'est énorme. Donc, il n'y a rien à dire. Et puis, même si vous n'avez pas la bonne ambition, de toute façon, 2 unités, c'est toujours ça de prix. Ça vous permet quand même d'être performant. Puis, comme on ne peut pas l'activer avec un dé peu commun, ce qu'il faut penser aussi, grâce aux héritiers d'Alexandre, c'est que si on a absolument besoin de faire cette capacité-là, on en a toujours la possibilité pour 2 dés. Donc 2 dés, 2 activations, pourquoi pas. Par contre, une de ces activations ne génère pas de fatigue. Donc c'est toujours mieux en fait, plutôt que de mettre 2 dés sur une de nos unités d'activation basique, il vaut mieux mettre un dé rare là-dessus. Bon, mis à part si vous voulez activer des unités et que vous n'avez aucune phalange. Voilà. Si vous ne voulez pas activer de phalange, là vous êtes obligé de passer par la méthode classique. Mais sinon, c'est toujours mieux de se servir d'hégémonie, que vous ayez la bonne ambition ou pas. Donc franchement, super. Ça ouvre toutes les possibilités, ça, et c'est valable dans toutes les listes. La troisième capacité avancée qui bénéficie de l'ambition DVCA, ça sera Panto d'Apoy, qui nécessite un dé peu commun ou un dé rare. À la fin du tour, on peut retirer une fatigue à chaque autre unité à très courte distance de notre seigneur. À courte distance, si on a utilisé un dé rare. Si on a la bonne ambition, on peut retirer jusqu'à 2 fatigues à ces unités. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est un ordre. Donc, en fait, on va devoir faire cet ordre avant d'avoir fait son tour et avec tous les déboires qu'il peut arriver à ce moment-là. Mais si ça se passe bien, ça peut être très très fort. Alors, très courte, c'est assez restrictif. C'est pour ça que le dé rare est plutôt bien, il est bien plus permissif et bon, si on arrive à cibler juste une seconde unité pour le dé rare, ben ça vaut le coup. Si on a la bonne ambition, c'est démentiel en fait. Parce que 2 fatigues, c'est super fort. On peut, remettre un éléphant à 9, se remettre de tous les combats qu'on a pu faire pendant notre tour, pour bien se préparer au tour adverse. Même si on n'a pas de capacité sur notre plateau avancé,
Rien que le fait de ne pas avoir de fatigue ou ce genre de choses, ça vous donne quand même un certain avantage pour les combats à venir. Donc c'est une très très bonne capacité et je pense qu'elle est sublimée avec le fait de guérir les éléphants. Donc là plutôt pour les Asiatiques ou les Égyptiens. Donc voilà, ça ce sont les trois capacités qui sont améliorées par l'ambition d'Iviciae. Maintenant la quatrième capacité du plateau, Saris allongée, elle peut s'activer avec n'importe quel des sagas. C'est une capacité qui s'active pendant un tir uniquement sur nos unités de phalanges. Donc ce sera pour les phalanges équipées de Saris. Elle nous permet de gagner 3 dés d'attaque. Si on utilise des rares, on peut relancer nos dés d'attaque qui font des 1 ou des 2. Ensuite, si on a la bonne ambition, c'est-à-dire le legatum, on peut gagner 2 dés d'attaque supplémentaires. Alors, c'est pas si bien que ça, parce qu'en fait, les Saris ont une portée de tir de C. Donc, c'est dur de mettre tout le monde à portée. C'est un demi-dé d'attaque avec la Saris, c'est pas non plus fantastique, c'est comme les autres armes de tir, mais du coup, pour avoir, si on a par exemple une unité de 8 guerriers, pour avoir tout ce monde assez et avoir envie de tirer, c'est pas forcément la première chose qui nous vient à l'idée. Étant donné que ces unités se déplacent de C et peuvent charger à M. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on aurait pu charger l'unité adverse. Bon voilà, et ensuite il y a une sorte de problème en fait par rapport à l'ambition. C'est-à-dire que gagner 3 dés d'attaque, bon c'est ok. Si on a 8 guerriers, admettons, on va générer 4 dés, on en gagne 3. Par contre, si on a la bonne ambition, on est limité à 4 dés d'attaque maximum qu'on peut gagner. Ce qui fait qu'on ne peut pas exploiter pleinement cette capacité, sauf si on a des unités d'au moins 10 figurines avec des Saris, voire 12, ou alors des unités de 5 gardes, 6 gardes, 8 gardes, voilà. Donc voilà, ça c'est assez bizarre, donc, à moins de faire des grosses unités de Saris, ce qui est faisable avec le tableau générique, ou une unité de 8 gardes avec le tableau grec. Mis à part ça, on ne peut pas exploiter cette capacité à fond, et je sais pas si c'est une petite erreur d'écriture ou aucune idée. Ou si c'est fait exprès et que c'est calculé voilà, pour imposer de faire des grosses unités aux gens qui voudraient exploiter cette capacité à fond. Je sais pas, mais du coup ça me gêne un peu. Et puis après le tir des Saris, c'est pas la folie non plus quand même. Voilà. Ça peut servir après à faire un combat, à faire ce tir une fois qu'on s'est positionné pour attendre que l'adversaire nous charge, parce qu'il ne va pas forcément pouvoir rester là à portée de nos Saris et se faire piquer à tous les tours. Donc soit il va devoir nous charger, soit il va devoir fuir. Pourquoi pas. Mais en tout cas, le bonus n'est pas fabuleux. L'ambition n'est pas nécessaire. Bon, déjà que le bonus n'est pas fabuleux, claquer un rare, c'est pas non plus exceptionnel, même si ça va faire que vous allez faire un tir efficace, mais bon. Vous allez faire un tir efficace avec 7-8 dés, quoi. Bon, ce qui est pas négligeable, mais à la fin, vous allez faire 3 morts. Si vous faites 3 morts, c'est bien, ça valait le coup. Mais sinon, sinon c'est bof. Donc j'ai beaucoup parlé pour une capacité qui au final je trouvais pas si intéressante que ça. La 5e capacité, les conquérants, qui s'utilisent uniquement avec un des rares. Une capacité de corps à corps qui peut nous permettre de relancer tous nos dés d'attaque qui n'ont pas obtenu de touche. Alors là, de suite, c'est bien plus méchant, surtout quand vous avez envoyé
quelques gardes montés dans la face à votre ennemi. Donc ça, c'est toujours bien. En plus de ça, si vous avez la bonne ambition, le Legatum, vous pouvez, une fois que vous avez relancé ces dés, s'il y en a toujours qui n'ont pas touché, vous pouvez transformer ces dés-là en 6, jusqu'à 3 dés. Ce qui fait que vous avez 3 touches assurées, en fait, avec cette capacité, plus le fait d'avoir relancé tout le reste. À mon avis, vous allez faire quelques trous avec ce truc-là. Bon, évidemment, un des rares, mais on voit que dans ce plateau, ils sont pas trop durs à obtenir. Et en fait, quand on voit un des rares sur ce plateau, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure un peu maladroitement, mais en fait, ça peut être 2 dés de n'importe quelle face. Bon, sauf rare, mais 2 communs, un commun et un peu commun, 2 peu communs, n'importe quoi, étant donné qu'en fait, avec un, on va transformer l'autre. Donc, cette capacité-là pour 2 dés communs, et avec la souplesse de pouvoir faire n'importe quoi sur son jet. Donc, cette capacité, on la prend tout le temps. Et voilà, avec la bonne ambition, en plus, c'est vraiment un carnage. La 6e capacité, pesant, qui se déclenche au corps à corps avec un des peu communs ou un des rares. On est obligé de la déclencher avec une phalange ou des gardes montés. C'est assez commun d'en avoir dans ces listes de successeurs. Donc son effet premier, ce sera qu'après le corps à corps, on peut retirer une fatigue à notre unité. Donc c'est-à-dire faire un corps à corps gratuitement finalement. Voilà. Si on utilise le dé rare, notre unité va gagner résistance 1. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça modifie quand même la capacité. La première, c'est une gestion de la fatigue et la deuxième, c'est une gestion des pertes. Donc en fait, rien qu'en utilisant ça, voilà, le dé rare n'est pas indispensable dans le sens où est-ce que vous êtes prêt à subir une perte? Est-ce que vous préférez prendre une perte plutôt que de subir de la fatigue et d'avoir le risque d'avoir vos unités épuisées ou ce genre de choses? Le dé rare n'est pas indispensable là-dedans. On va dire que normalement, cette capacité, basiquement plutôt, permet de perdre une fatigue. Voilà. Un dé pour une fatigue, moi je trouve ça correct. Résistance, c'est à part. Et par contre, si vous avez la bonne ambition, c'est-à-dire le Legatum, c'est la 3e capacité qui est améliorée par le Legatum, l'unité va annuler la première perte subie après avoir lancé les dés de défense. Donc ça nous fait une super défense. Donc on a la capacité d'avant qui était très offensive et cette capacité-là qui est très défensive. Bon, elle s'utilise que sur les phalanges ou les gardes montés, ce qui va représenter quand même une bonne partie de votre armée, à part à mon avis si vous jouez les Égyptiens. Mais en tout cas, elle est très bonne. Et ces 2 capacités-là sont super bonnes et en tout cas assez à mon avis pour faire oublier les Saris allongés. Donc c'est très très bien. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même des capacités qui s'utilisent aussi plutôt bien si on n'a pas la bonne ambition. Voilà, j'ai peut-être pas assez dit avant, mais il y a quand même... voilà, il faut tenir compte de ça. Ensuite, la 7e capacité, je vais les faire dans l'ordre, même si je sais pas pourquoi elle n'est pas tout en haut ou tout en bas, celle-là. C'est la mise en page, tant pis. J'arrête de me plaindre sur ce genre de choses, il ne faut pas le prendre mal si jamais il y a quelqu'un qui entend ça. C'est pas méchant en tout cas. Donc stratège qui nécessite un dé rare, une capacité de réaction à la phase d'ordre adverse. Elle nous permet de prendre 2 de nos dés sagas disponibles, de les lancer et de les ajouter à nos dés sagas inactifs. Alors en fait, c'est une réserve d'activation qu'on va pouvoir déclencher uniquement pendant la phase adverse. C'est particulier. Ça peut servir si on sait qu'on va avoir tous nos dés de prix.
ou que on va... Ça nous permet en fait de lancer un dé par anticipation pendant la phase d'ordre adverse pour préparer notre prochain tour. Parce qu'en fait, on voit qu'on a quand même quelques capacités de corps à corps, pas non plus tant que ça. Enfin, on en a, mais on n'est pas non plus un grand réactif ou ce genre de choses. Et donc moi, je pense plutôt que cette capacité sert à anticiper notre prochain tour si on n'a pas assez de dés saga pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire reprendre ce dé, le placer sur les héritiers d'Alexandre en anticipation ou d'autres choses, pesant, armure lourde, n'importe quoi, qui fait que si on réagit pendant le tour adverse, on a utilisé nos dés, tant mieux, il n'était pas perdu. Si on ne réagit pas, ça nous fait un dé supplémentaire qui est stocké et qui nous permet de jouer avec notre maximum de dés saga, à savoir 8. Ou en tout cas, un de plus que ce qu'on peut se permettre de jouer. Ce qui est très bien, même si en fait ça ne nous fait gagner qu'un seul dé pour un rare. Donc après c'est le même ratio que la réserve d'activation, c'est juste qu'elle est un petit peu plus délicate à gérer et qu'on n'y a pas accès de suite en fait. Sinon elle est bien, quoi, elle compense bien la réserve d'activation. Maintenant on passe à la 8e capacité avancée. À partir de là, ce seront celles qui sont améliorées par l'ambition Hubris. Dans la 8e, briser les formations. Seule capacité du plateau qui nécessite 2 dés, un peu commun et un rare. Là, c'est quand même beaucoup. Elle nous permet de gagner 2 dés d'attaque et en plus, ces dés bénéficient d'un bonus de +1. C'est pas si mal. On peut dire que le dé peu commun nous fait gagner 2 dés d'attaque et que l'autre nous donne +1. Ça se tient. Bon, après, pas dans ces proportions, peut-être le bonus de +1 est bien meilleur. Si on a la bonne ambition, Hubris, on gagne 3 dés d'attaque supplémentaires. Là, c'est très pertinent en fait. C'est une très très bonne capacité de corps à corps. Elle est, c'est la meilleure de toute façon. Il n'y a pas photo offensivement. Elle est, mais bon, quand on compare au Conquérant, elle n'est pas non plus. Enfin, elle est mieux, mais ça coûte 2 dés et des dés on risque d'en manquer à cause du fait de devoir tout transformer en dés rares et en plus 2 dés dont un rare. Alors, c'est pas si souvent qu'on va pouvoir la faire à mon avis. Bon. Elle est un peu limite pour moi, en tant que telle. Par contre, dès qu'on a la bonne ambition, elle est très très bien. C'est bizarre, mais je sais pas, c'est que 3 dés d'attaque, alors que le vrai bonus, c'est le +1. Mais, je sais pas, pour moi, ça fait beaucoup mieux passer la pilule grâce à ces 3 dés-là. Il y a aussi une bonne capacité de corps à corps. Pour un coût élevé, donc une bonne capacité pour un coût élevé, c'est normal. Voilà, je sais pas, j'ai du mal avec ces 2 dés, mais après, sur le terrain, ça marche, quoi, donc il n'y a pas photo. Si vous avez 2 dés, vous pouvez les mettre là, ça fera rien de mal, mais bon, quand on compare, on peut avoir les conquérants et pesants en même temps, ou... ouais, si, c'est quand même pas la même chose, quoi. Donc à voir. Si vous avez déjà rempli tout le reste, mais ça m'étonnerait. En tout cas, c'est là. Et si vous jouez Hubris, elle reste intéressante. Elle reste plus intéressante offensivement que les Conquérants. Bon, et puis défensivement, de toute façon, c'est pas défensif. Donc voilà, c'est là, et je la trouve un peu en dessous pour son coup. 9e capacité, provocation. Alors ça, c'est une réaction à un ordre. Ça peut se déclencher avec n'importe quel dé saga. C'est assez compliqué à mettre en place, en fait. Donc pendant la phase d'ordre adverse, il faut qu'on désigne une unités de phalange.
Donc pour plus de souplesse, ça sera mieux dans les listes où il y a beaucoup de phalanges. Et à la fin du tour, si on ne nous a pas attaqué cette unité au corps à corps, toutes les unités ennemies qui sont à M d'elle vont subir une fatigue. Donc ça va forcer notre adversaire à venir nous attaquer s'il ne veut pas subir de fatigue à M de cette unité. Si on utilise le dé rare, on peut immédiatement retirer une fatigue de notre unité. Donc bon, ça c'est bien pour moi. Un dé, une fatigue, pour moi c'est toujours bien. Mais en soi, ça va contraindre l'adversaire à nous attaquer. Peut-être qu'il comptait déjà le faire de toute façon. À ce moment-là, c'est pas très intéressant. Ou alors il va simplement s'éloigner à plus de M. Ce qui, suivant sa bande, est assez faisable aussi. Voilà. C'est pas mal, hein, ça va faire réfléchir l'adversaire. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc, ça va lui faire un choix qui sera bon ou mauvais, je sais pas. Alors, j'aime bien ce genre de choses, mais j'ai du mal à anticiper sur 2 tours. Donc, en fait, je le fais, mais je suis pas du tout sûr des conséquences bénéfiques pour moi que ça va avoir. Bon, en tout cas, je trouve que c'est bien qu'il y ait ce genre de capacité. Un petit mot sur le fait d'avoir la bonne ambition, hubris. Quand on la déclenche, on peut immédiatement infliger une fatigue à une unité ennemie à elle de notre unité. Alors ça, par contre, je trouve que c'est très bien. Pour un dé commun, finalement, si on oublie tout le reste, pour un dé commun, on est sûr qu'on va infliger une fatigue à une unité ennemie. Pour moi, ça vaut le coup. Juste ça vaut le coup. Mais bon, du coup, il faut cette ambition-là. Et ensuite, le reste, c'est bonus. Si finalement, juste pour un dé commun, on a réussi à infliger 1 ou 2 fatigues aux ennemis, parce qu'ils sont restés proches de nous, ou ce genre de choses, eh ben ça, c'est largement payé. Donc elle peut paraître faible, mais en fait, c'est un bon gros distributeur de fatigue. Et après, il va bien falloir voir, en fonction des combats, si l'ennemi arrive à vous détruire, cette capacité sert à rien. Si, c'est la provocation, c'est un bon nom finalement. Donc je pense que c'est bien. Pour des listes où il y a beaucoup de phalanges par contre, ou de très grosses unités de phalanges, qui seront dures à tuer, donc soit l'ennemi va devoir les fuir, soit les affronter. Et les fuir, c'est pas trop dur de fuir des saris, mais si vous prenez une liste grecque, ou même plutôt une liste asiatique, encore eux, que vous faites une grosse unité de garde phalange, le gars il va bien devoir en faire quelque chose, parce que s'il vous laisse faire, vous allez lui infliger des fatigues, et puis en plus, comme vous avez quand même un déplacement de M, vous pourrez lui rentrer dedans, le charger, etc. Bon, même si les saris se chargent à M, mais après pour la manœuvrabilité, c'est quand même plus compliqué. Voilà pour provocation, ça a le mérite d'être là. Je pense que si on fait une liste qui tourne autour de ça, ça peut devenir une capacité très très structurante pour l'armée. Mais après, c'est pas évident à jouer, je pense. Dernière capacité du plateau, l'orgueil des Diadoques, une capacité d'activation pour un dé commun ou un dé rare, nous permet d'activer une phalange pour une charge avec une distance rallongée de très court. Voilà. C'est pas terrible. En fait, si on est déjà capable de charger, ça sert à rien. S'il nous manque juste ça, pourquoi pas, circonstanciellement, ça peut être utile. Pourquoi pas, hein, si c'est pas rare qu'il nous manque très très peu pour arriver jusqu'à l'ennemi, donc voilà. En plus de ça, si on a la bonne ambition, on gagne 2 dés d'attaque bonus dans le corps à corps qui va venir. Donc en fait voilà, avec la bonne ambition, c'est super parce qu'au final, ça fait juste une activation de charge avec un bonus, tout ça dans le même dé. Voilà, c'est très bien.
Bon, évidemment, ça demande une phalange. Et puis après, c'est pas souple comme les capacités basiques, où si on a pensé à quelque chose, finalement, on va devoir changer à la fin en fonction de ce qui s'est passé. Euh, Là, on est obligé de charger avec ce truc-là. Mais bon, si on utilise le dé rare, je ne l'ai pas dit, mais on a un bonus de C au lieu de TC. Bon, ben là, il faut vraiment avoir un plan précis en tête pour avoir besoin de mettre son dé rare là. Parce que des dés rares, on en a besoin un peu partout ailleurs. Mais bon, ça existe. Je pense que c'est uniquement bien si on a la bonne ambition. C'est-à-dire hubris. Pourquoi pas. Pour résumer, essayer de synthétiser ma pensée vis-à-vis du plateau, c'est vrai qu'il peut paraître impressionnant à première lecture, bon, même si il m'impressionne entre guillemets, je prétends pas avoir une vision ni parfaite ni même bonne des choses, mais enfin, euh, finalement, quand on le lit une paire de fois, je trouve qu'il n'est pas si compliqué que ça à prendre en main. Parce qu'à partir du moment où on va choisir une ambition, on va surtout jouer avec les capacités de cette ambition. Et en fait, on va jouer avec, je vais pas dire un tiers du plateau, mais la moitié du plateau, c'est-à-dire nos trois capacités d'ambition, plus stratège et une autre capacité qui est indispensable, quoi. On peut parler de, par exemple, hégémonie, même si on n'a pas d'initié, on va certainement s'en servir, pesant, pour... voilà, et puis, bon, hubris, elle en a pas tant des si indispensables, mais dans l'ensemble, en fait, on va plutôt réduire notre plateau, et ça fait qu'on pourra faire moins de mauvais choix, à mon avis, dans notre façon de jouer. Surtout qu'il va falloir anticiper au moment de la création de la bande, en fonction de l'ambition. Il va falloir créer correctement sa bande et ensuite, ça va pas rouler, mais ça sera ça une des étapes les plus importantes. Bon, même si c'est le jeu qui prévaut, ouais, mais enfin, à partir de là, c'est bien plus important chez les successeurs. Maintenant, pour rentrer entre guillemets en détail dans les ambitions, voilà, il y en a deux. Une qui a l'air un peu plus spécifique que les autres, c'est Hubris. On va commencer dans l'ordre. Dans la première, Diviciae, dans l'ordre du plateau, ouais, pas dans l'ordre du livre. Donc, dans l'ordre du plateau, Diviciae, donc, à mon avis, c'est la plus facile à prendre en main, dans le sens où les trois capacités sont très bonnes et les trois améliorations que nous apporte l'ambition sont très bonnes. Donc on ne peut pas vraiment se tromper, on peut jouer à peu près n'importe quoi avec cette ambition-là. Voilà, ça sera l'ambition standard, à mon avis, où on ne peut pas se tromper. Parce que les capacités qu'on utilise sont bonnes et elles sont sublimées par l'ambition. C'est-à-dire de la gestion de fatigue, de l'activation multiple avec gestion de fatigue ou de la défense au corps à corps ou au tir. Ça nous donne une certaine permissivité et une souplesse de jeu très bonne. La seconde ambition, le legatum, donc là ça c'est l'ambition pour tabasser. Alors la capacité Saris allongée, je me suis exprimé dessus, mis à part celle-là, donc, qui est particulière ou alors mal fichue, je sais pas. Ou alors je ne l'ai pas compris, hein, je n'ai pas la prétention de tout comprendre, mais voilà, je la saisis pas. Les deux autres capacités sont très bonnes. Une capacité défensive, une capacité offensive, pour faire du corps à corps très costaud. Ces capacités-là peuvent servir même si on n'a pas la bonne ambition, mais en tout cas, elle les sublime largement, soit en offensif,
soit en défensif. Donc il n'y a rien à dire en fait, c'est simple et efficace, entre guillemets. Ça nous permet de gagner les combats plus facilement. Donc c'est pas pareil que du VCA, qui là c'est plus de la souplesse au niveau du mouvement, et là c'est plutôt de la force de frappe. Du coup c'est pas non plus bien plus compliqué à jouer, enfin quand je dis jouer, je dis plutôt prendre en main ou appréhender. La dernière ambition, Hubris, celle-là par contre, à mon sens, c'est la plus dure à appréhender. Elle a deux capacités qui nécessitent des phalanges. Bon, les Gatoum aussi, mais les Gatoum en fait, c'est phalanges ou garde montée pour pesant par exemple. Et puis service allongé, elle est, enfin, selon moi, pas bien, donc c'est pas. Voilà. Mais donc revenons-en à Hubris, en fait. On a une capacité de corps à corps qui est très bonne, mais qui nécessite la bonne ambition. Voilà, qui rentre en concurrence avec d'autres capacités comme les conquérants. Voilà, 2D contre 1D, c'est assez délicat. Et bon, ça se justifie, c'est juste que si on manque de dés, ben, ça sera pas si facile que ça à faire. Et alors que l'autre, on aurait directement pu faire les conquérants, quoi. Donc elle n'est pas si évidente. Et puis les deux autres capacités, elles nous font jouer des phalanges obligatoirement. Donc ça sera une liste où il y aura beaucoup de phalanges à mon sens. Voilà, ça va vraiment orienter notre construction de liste. Avec provocation qui... Voilà, en fait, le but, c'est qu'elles nous permettent de jouer briser les formations, elles nous permettent de jouer orgueil des Jadok, elles nous permettent de jouer provocation. En fait, l'ambition Hubris, pour moi, elle permet de jouer les trois dernières capacités du plateau, qui sans ça sont assez faibles. Alors que les autres, elles auraient pu se suffire à elles-mêmes. La plupart des capacités sont bonnes, même sans l'amélioration, quand elle est bonne ou correcte. Alors que les autres sont... Et avec l'amélioration, avec le dé rare, pas avec le dé rare, excusez-moi, avec l'ambition, elles deviennent très bonnes. Alors que celles-là, je les trouve faibles, et grâce à l'ambition, elles deviennent bien, voire très bien, mais en tout cas, elles nécessitent l'ambition pour être jouées. Voilà. Ce qui fait que pour moi, c'est la moins souple, dans le sens où il faut avoir fait une liste adaptée, avec des phalanges assez importantes. Par exemple, pour provocation, il vaut mieux avoir plusieurs unités de phalanges assez bien réparties pour choisir à laquelle on va donner provocation, à quel moment. Et ensuite, l'orgueil des Jadok, c'est juste une activation avec un bonus de dés d'attaque, donc c'est très bien. Sans le bonus de dés d'attaque, c'est anecdotique. Avec le bonus, en fait, c'est très bien, dans le sens où ça ne nous coûte pas plus cher que de faire une charge normale, et sauf qu'on a 2 dés en plus. Donc voilà, c'est pas mal, mais c'est beaucoup moins évident, je pense, dans le sens visible à mettre en avant. Voilà, puis ça va nécessiter potentiellement des grosses unités, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire, parce que ça va réduire notre nombre de dés sagas, etc. Alors c'est un peu plus délicat à prendre en main. Ensuite, pour mélanger ces capacités, ces ambitions avec les royaumes successeurs, si je devais faire une liste de puissance, entre guillemets, je mettrais l'Asie au-dessus, et puis les deux autres en dessous, au même niveau, en fait. Mais l'Asie est quand même supérieure, à mon sens. Parce qu'elle a accès à une seconde unité de cavalier. Bon, c'est ce que j'ai dit, hein, mais en tout cas, par exemple,
Ça améliore énormément la capacité pesant qui ne peut être utilisée que par eux, ou des gardes, mais en fait, ce sont aussi eux qui ont accès aux gardes sans saris en phalange. Donc c'est très bien. Les Asiatiques ont beaucoup de bonus. Donc ils vont bénéficier de beaucoup de capacités de corps à corps. Ils vont pouvoir être à l'initiative des combats grâce au fait qu'ils aient plus de cavaliers que les autres, puisqu'ils peuvent avoir les cataphractaires en plus des gardes à cheval traditionnels, ce qui fait qu'ils vont être très bons en legatum. Et ensuite, la bonne gestion de la fatigue leur permet de bien se prémunir de la mort de leur éléphant armuré. Donc ils vont être aussi très très bons en DCA. Voilà. On pourrait même pousser le vice jusqu'au bout en disant finalement que leurs phalanges sont bonnes grâce au fait d'avoir des gardes sans saris finalement, parce que les saris sont quand même un frein quant à la mobilité de l'armée. Pour moi, hein, mais bon. Donc voilà. Après, ça en ferait quand même une armée très élitiste. Mais les Asiatiques peuvent jouer sur toutes les ambitions assez facilement. Et voilà. Juste qu'il faudra faire des choix dans la liste. Ensuite, pour les deux autres, par exemple, les Égyptiens. Les Égyptiens, eux, je les vois pas du tout en hubris finalement, parce qu'ils n'ont pas de phalange, hein, et alors que ça joue énormément sur la phalange. Mais je les vois beaucoup plus en divicier, étant donné qu'ils ont beaucoup d'activations multiples, donc pour faire tirer toutes ces unités qu'ils ont avec leur javelot ou toutes ces activations et harceler un maximum. Voilà, c'est toujours la souplesse ou le gain des corps à corps. Le gain des corps à corps, je pense que c'est mieux quand on a des unités plus puissantes et eux ils les ont pas. Les cavaliers avec des javelots, c'est bien, mais c'est plutôt du harcèlement ou de la frappe un peu ciblée. Alors que les Asiatiques, eux, ils ont de la grosse force de frappe avec les cataphractaires. Bon, évidemment, ils ont aussi les gardes à cheval, hein, s'ils veulent. Donc, le legatum, c'est pas du tout inintéressant chez les Égyptiens. Mais enfin, je pense que la mobilité sera toujours à prôner. Grâce à DC, qui leur permet aussi d'activer leurs archers et tout ça, quoi. Après, je suis quand même déçu des Égyptiens. J'ai du mal à voir les saris avec javelot. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Si, les saris allongés peuvent marcher avec les saris avec javelot. Mais bon, avant d'avoir 12 bonhommes à portée de C pour faire leur tir, je pense qu'on peut s'accrocher. Alors, ça y est, mais bon, je suis pas sûr que ça fasse le poids par rapport à des levées avec arc, quoi. Bon. En tout cas, voilà, pour l'Égypte, donc pareil. Mais eux, je pense qu'ils n'ont pas du tout accès à l'ambition hubris. C'est pas pertinent. Les Grecs, bon, eux, ils ont, bon, évidemment, Divisae ou Legatum, c'est toujours bien. Divisae, c'est excellent avec tout le monde, donc il n'y a pas photo, parce que les activations multiples, parce que eux aussi, ils ont des cavaliers avec javelot, parce que eux, contrairement aux autres, ils ont des phalanges mobiles, grâce à leurs guerriers, sans saris. Donc ces activations-là peuvent être très intéressantes. Ça changera des cités grecques où ils doivent tous avancer en bloc. Là, on peut en envoyer un peu à droite, à gauche.
faire leur combat. Évidemment, les activations, ça fait pas tout, hein. Il faut quand même combattre au corps à corps. Donc, les Gatoum, c'est bien, quelle que soit la liste. Là, il n'y a pas photo, enfin, liste de corps à corps. Bon, on l'a vu, hein, asiatique, égyptien même, ou grec. Là, ben, y a rien à dire. De toute façon, ça servira toujours. En fait, là où les Gatoum payent un peu, ils payent le fait d'avoir déjà des bonnes capacités, sans forcément l'ambition. Euh, donc, voilà, on pourrait dire pareil d'ICA, mais en fait, d'ICA, ça les sublime tellement, alors que bon, l'autre sont déjà quand même puissantes. Et après, c'est chacun voit les choses, mais je préfère la mobilité tout le temps à l'impact au corps à corps. Peut-être pas l'idéal, mais bon. Donc, les Grecs, et par contre, les Grecs, eux, ils peuvent faire une vraie armée hubris. Alors, à voir, hein, mais si en fait cette armée, ça va se jouer entre les gardes sans saris qui sont chez les Asiatiques et les guerriers sans saris qui sont chez les Grecs. C'est dommage qu'ils ne bénéficient pas eux aussi des guerriers, des gardes sans saris, auquel cas ça aurait pu faire vraiment une chouette armée hubris. Mais bon, euh, tant pis, tant pis. En tout cas, il y a la possibilité pour toutes les formations. Après, bon, ils ont des choses comme les armes lourdes, etc. Les gens aiment ou aiment pas. Moi, je suis pas un fanatique, bon, même si c'est des traces et que j'aime beaucoup le look des traces. En tout cas, voilà. Donc, il va falloir mixer en fonction de ce que vous voulez, ce que vous voulez mettre comme unité. Évidemment, il y a le look, l'histoire, etc. qui va jouer, hein. Enfin, je suppose, sauf si vous êtes des compétiteurs acharnés, mais il y a pas de raison. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a une certaine gradation même dans le plateau. Avec voilà, JVCA qui est le plus souple en termes de déplacement. Les Gatoum qui vous apportent un bel avantage au corps à corps, même si enfin, c'est autant défensif qu'offensif, donc, ou même un peu de gestion de fatigue. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, hein. Mais ça, voilà, ça vous apporte quand même des bons avantages au corps à corps. Et, et puis Hubris qui joue sur quelque chose d'assez particulier finalement. Alors, ça sera pas forcément le plus évident. Si je devais citer les points forts de l'armée, ou du moins ce qui peut attirer dans cette armée, ben déjà on a trois factions distinctes, même quatre on peut dire, parce que la liste avec le tableau générique c'est une faction à part entière, juste qu'elle est en bonus, mais si on veut se contenter de ce tableau, on peut. Donc on aurait quasiment quatre factions avec trois ambitions différentes. Alors on ne peut pas vraiment multiplier, mais ça nous offrirait 12 possibilités d'armées presque. Euh, Ce qui est super intéressant et profond. On peut vraiment personnaliser sa bande, hein, c'est ça, entre les deux. On a 12 personnalisations possibles. Moi je trouve que les capacités sont quand même assez puissantes. Et que le plateau est pas si dur à prendre en main, dans le sens où à partir du moment où on a choisi son ambition, on va beaucoup jouer autour de ces capacités-là. Et du coup, ça restreint notre vision du plateau. Des fois, peut-être que ça la restreint trop et ça nous fait passer à côté de quelques coups. Mais avec cette vision restreinte, en se cantonnant à ça, on peut moins se tromper. Après, il y a quand même des capacités qui, même si on n'a pas la bonne ambition, restent bonnes. Donc voilà, moi je trouve assez bien les capacités en général. Et voilà, après bon, ben, les défauts, entre guillemets, c'est il y a trop de choix. C'est un problème de riche. On a tellement de choix et de possibilités qu'on a vite fait de se perdre et de se tromper. Alors je pense que ça va être
un plateau très difficile à maîtriser potentiellement. Enfin, ou du moins pas forcément à maîtriser, mais il va falloir trouver la bonne combine par rapport à ce que l'on veut faire. Et ensuite, ça va aller, mais ça va nécessiter quelques essais avant de trouver ce qui convient. Voilà. Un autre avantage quand même qui n'est pas négligeable pour moi, c'est que si on fait une armée de Macédoniens, on a déjà les figurines. Puis même de Grecs en fait. Si on fait des Grecs, on peut très bien aligner des phalanges d'hoplites pour, euh, pour jouer un royaume grec. Puis bon, si on a des Macédoniens, on peut aligner n'importe quel royaume, de toute façon. Ou alors avec quelques ajouts mineurs, comme une paire de cavaliers ou un éléphant, et c'est parti, quoi. Ça offre quand même une grosse rejouabilité. Et le fait de pouvoir changer ses ambitions également. Vous changez d'ambition, vous changez toute la vision du plateau, quoi. Donc c'est quand même un plateau avec une grosse rejouabilité. Voilà, c'est beaucoup d'avantages. C'est un des meilleurs du supplément, à mon sens, en termes d'écriture et de jeu. J'ai failli oublier de dire un petit mot sur les unités légendaires. Il y en a 4 dans cette faction. Le premier, c'est Philippe V, le dernier roi de Macédoine. Alors, il remplace notre seigneur pour un point. On est obligé de jouer une bande de royaumes grecs et d'avoir l'ambition Legatum. Alors, Legatum, c'est l'ambition qui favorise le combat. Bon, une bonne ambition. Il a quelques avantages. Il peut faire en sorte que ces unités conservent mieux lors des sagas. On a un cap de une figurine de moins pour conserver ces dés sagas. C'est-à-dire que les guerriers, quand ils sont encore 3, ils ont un dés sagas au lieu de 4 d'habitude. Bon, ça tombe bien parce qu'on joue chez les Grecs et que on risque d'avoir pas mal de guerriers. Ensuite, il nous offre des possibilités pour changer de bande. Alors, on peut avoir autant de guerriers avec armes lourdes que l'on veut. Ce qui fait que, voilà, bon. Et par contre, on peut aussi avoir autant de gardes équipés de saris que l'on veut. Ça permet de faire des grosses unités de garde. Mais du coup, son premier pouvoir sert à rien. Alors, je sais pas. Je suis pas super fan. Et après, il a une capacité impulsive qui fait que s'il est près d'un combat, il est obligé d'aller se battre. Et il génère plus de dés sagas. Par contre, enfin, il n'est pas obligé d'aller se battre. Il envoie ses troupes se battre avec des activations de charge gratuites en échange. Donc bon, c'est à double tranchant ça. Si on l'expose trop, on va être obligé de charger parce que c'est une unité légendaire, il génère 2 dés sagas. Et si on les perd, c'est bien dommage, ils vont nous manquer. Donc voilà, un peu mitigé pour le grec, quoi. C'est pas non plus exceptionnel. Enfin, ça apporte pas tant que ça en termes de changement de jeu. En tout cas, après, voilà, c'est une unité légendaire. Il y a beaucoup de gens qui jouent pas avec et tout ça, mais moi, je les aime. Enfin, j'aime bien les unités légendaires en général. Sauf quand elles sont dégénérées complètement. Ce qui est quand même assez fréquent dans ce supplément, je trouve, par rapport aux Vikings que j'ai fait avant, où la plupart du temps c'est correct. Là, il y a beaucoup d'unités qui dépassent un peu les bornes. Ensuite, Antiochos III, un seigneur d'Asie qui a l'ambition, hubris, donc l'ambition qui favorise les phalanges. Alors lui, c'est un seigneur légendaire, mais il ne génère qu'un dé saga. Il est il est monté sur un cheval cataphractaire. Il a plusieurs règles spéciales. La première, c'est l'anabase, c'est-à-dire qu'il peut faire 3 fois nous sommes à vos ordres pendant son tour. Il le fait une fois, mais il peut cibler 3 unités à C de lui.
Par contre, ces unités-là ne peuvent faire que un mouvement ou une charge. Ils ne peuvent pas le faire sur des tireurs. Ça aurait pu être intéressant, surtout avec les Asiatiques qui ont accès aux arcs, mais enfin, c'est comme ça. Il a une autre capacité ça, qui est très bonne, c'est que l'adversaire ne peut pas utiliser nos fatigues pour réduire nos mouvements. Donc pour une fatigue, on peut réduire le mouvement assez, n'importe qui. Ce qui est très intéressant, particulièrement si vous jouez des chevaux. Voilà, tant qu'il est vivant, c'est comme ça. Et par contre, il ne peut pas recruter de garde sans option d'équipement. Donc, ce qui faisait l'avantage des Asiatiques au niveau de la phalange, mais lui, il n'y a pas accès. Ce qui est dommage quand on a l'ambition hubris, à mon sens, de devoir, voilà, finalement, s'en passer. C'est comme ça. Bon, lui non plus, enfin, tout à l'heure j'ai dit que j'avais beaucoup de choses exagérées, comme Léonidas par exemple. Mais là pour l'instant, non, chez les successeurs, il n'y en a pas, il me semble. Ensuite, Ptolémée II, le roi pharaon, donc unité légendaire pour un royaume d'Égypte. Il coûte 1 point. Il a l'ambition Diviciae, qui est la plus polyvalente à mon avis. Il a quelques règles spéciales. La première, c'est que les levées peuvent se sacrifier pour la règle garde du corps, alors à hauteur de 3 levées pour lui éviter la mort. Bon, on sait que les Égyptiens ont accès à des bonnes levées, hein, avec arc notamment. Bon, pourquoi pas, c'est anecdotique, mais pourquoi pas. Ça peut lui permettre de rester en fond de table et de rester en vie avec ses archers, qui peut faire tirer tous les tours ou ce genre de choses. Voilà, ça le mérite d'exister. Ouais, j'ai oublié de dire qu'il était monté à cheval. Enfin, maintenant c'est fait. Ensuite, il permet à une de nos unités de guerriers d'être équipée d'armes lourdes ou d'être sans option d'équipement. Mais bon, c'est pas des hoplites non plus, donc ils n'auront pas la règle phalange. Ce sera des troupes classiques. Pourquoi pas. Après, entre ces deux options d'unité, je préfère toujours les javelots, auxquels on a accès dans le tableau générique. Voilà. Donc, je suis pas sûr que ça soit énorme. Par contre, en fait, ça c'était deux choses assez anecdotiques et finalement, sa dernière règle qui est la meilleure, c'est qu'on peut, à condition de ne pas utiliser la règle héritier d'Alexandre, celle qui nous permet de transformer nos dés en dés rares, on peut le faire 2 fois, enfin on peut le faire sur 2 de nos dés, c'est-à-dire changer leur face en face rare, là, le soleil. Voilà, par tour, on peut changer 2 de nos dés comme ça, mais en contrepartie, on n'a pas le droit d'utiliser héritier d'Alexandre pour le faire une 3e ou une 4e fois. Donc ça, en fait, c'est très bien, ça nous offre quasiment 2 dés gratuits par tour, sachant que lui ne génère qu'un dé saga, malgré le fait qu'il coûte 1 point, mais grâce à ça, ça compense, puisque c'est comme s'il nous offrait 2 dés, donc 1 dé pour son point, et puis c'est quand même 1 dé bonus supplémentaire, et avec la fiabilité de le faire tout le temps, quoi. Voilà. C'est c'est plutôt bien, et puis après il a l'ambition d'Ivicier, ce qui est très bien aussi. Après voilà, c'est égyptien, si vous aimez bien le tableau égyptien, il n'y a pas de raison. Et dernière unité légendaire, Mithridate 6, l'ennemi de Rome, le roi du pont, enfin le roi du royaume du pont. Donc lui c'est pareil, enfin c'est pareil. Il dirige un royaume d'Asie avec l'ambition Diviciae, donc on a 2 Asiatiques. Le premier avec Hubris, déjà, moi ça me fait douter. Lui, il a Diviciae, ce qui est nettement mieux, à mon sens. Il est également monté sur un cheval cataphractaire, comme son homologue asiatique. Par contre, il a la règle résistance 2, ce qui est bien.
Ensuite, il peut recruter 4 chars à faux au lieu de 2 dans le tableau asiatique classique. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'il peut recruter des guerriers montés à cheval. Voilà. Donc là, on a quand même une bande très très orientée cavalier, étant donné qu'ils ont déjà accès aux cataphractaires, aux gardes montés, et là maintenant aux guerriers montés. Bon, après, faire une bande entièrement composée de cavaliers, c'est pas forcément le top du top. Je pense que les gardes montés suffisaient largement, donc c'est pas non plus terrible. Et ensuite, sa dernière règle, c'est que à la fin de chaque corps à corps auquel il participe, Mithridate retire une fatigue. Donc voilà, ça, ça peut servir. Hein. Il a un cheval cataphractaire, résistance 2, et il retire de la fatigue. Donc en fait, lui, il va tartiner les rangs adverses. Hein. Vous le prenez uniquement pour ça. Alors il coûte 1 point et il génère qu'un des sagas. Mais c'est une véritable brute. Celui-là, vous pouvez faire une grosse figurine pour le représenter. Et il n'est pas là pour enfiler des perles. Voilà. Donc, ce qui est bien dans ces 4 unités légendaires, c'est qu'il n'y en a pas une qui est complètement dégénérée, comme dans certaines autres factions, pour ne pas les citer, Xerxes, Léonidas, enfin, quelques poètes de ce genre, quoi. C'est... Même Alexandre, il est assez fort, mais bon... Enfin, oui, il est fort. Il est fort, il est fort. Et là, ceux-là, ils sont quand même corrects. Mais bon, après, en termes de défauts, on va dire qu'ils apportent pas non plus des changements super importants dans le style de jeu. Donc, bon, ils sont là, c'est des personnages emblématiques, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas, chaque fois qu'il y a des unités légendaires. Ça nous apprend un peu d'histoire et ce genre de choses. C'est la fin de la vidéo. Je remercie les gens qui l'ont regardé en entière parce qu'il y a des bonnes chances que ça soit la plus longue que j'ai sortie, mais évidemment la faction est super dense. Donc ça va de soi. En tout cas, merci beaucoup et puis vous n'hésitez pas à réagir. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de gens qui réagissent, mais bon, déjà il faudrait que les gens regardent la vidéo en entier et c'est assez long. Mais pendant vos séances de peinture, je sais que vous avez le temps. Donc voilà, pour me reprendre sur les bêtises, en fait, surtout, ou donner votre point de vue. Mais parce que il y a une bonne partie des plateaux auxquels je n'ai pas joué et contre lesquels je n'ai pas joué non plus. Alors, particulièrement à Alexandre, je fais tout d'après la lecture du bouquin. Et ça ne me gênerait pas du tout d'être repris, au contraire, pour améliorer ma vision du jeu. Allez, à la prochaine.